Camarades. Alors je dois dire en tout premier lieu que j'ai été bouleversée, touchée par les témoignages de nos précieux camarades afghans qui se sont présentés lundi, qui étaient présents hier, qui étaient encore présents ce matin. Il a été insupportable d'entendre que les droits humains les plus élémentaires ont été bafoués, sont violés, et encore aujourd'hui, à notre époque. Merci d'avoir fait entendre vos voix, et je les porterai, nous les porterons bien au-delà de ce congrès. Plus globalement, dans le monde, on peut constater un recul des droits sociaux. On a un contexte politique de plus en plus conservateur dans plus en plus de pays. Et j'ai une pensée toute particulière pour les femmes de ce monde, qui sont les premières victimes de la précarité, de la guerre, de l'exploitation. Il y a une urgence climatique, on le sait tous, mais une urgence sociale, aujourd'hui encore à notre époque. Il y a du travail, militer partout est nécessaire, mais aussi ici et maintenant. Se battre ici et maintenant, et je vous apporte le salut fraternel des organisations que je représente aujourd'hui, les OSDD, le CRI, c'est le bâtiment, et les syndicats des transports d'Ille-et-Vilaine. Ces organisations m'ont mandaté pour ce congrès parce que nous sommes tous ici regroupés, unis, pour résister aux exigences patronales, pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs, peu importe nos convictions politiques, peu importe nos convictions religieuses, peu importe nos convictions philosophiques. Notre lien ici est très fort. Nous avons les mêmes intérêts. Face aux appétits sans fin des patrons, face à la classe des puissants, nous devons opposer une organisation de défense d'abord, pour résister, de combat également, pour reconquérir, et une organisation exigeante pour poser nos revendications. Cette organisation l'a été pendant des années, bien avant que je sois née. Elle l'a été jusqu'à Sarkozy. L'ère Sarkozy, pour moi, c'est un peu le tournant dans la politique française actuelle. C'est la voix des patrons qui trouve son maître et son relais auprès des gouvernants et des politiques. L'organisation CGT Force ouvrière a su résister à Sarkozy, à Hollande ensuite, et Macron. Macron, ça a été le tournant. J'ai entendu certains camarades dire que les ordonnances Macron étaient un malentendu. Ça, c'est pas acceptable. Ça, je peux pas l'entendre. Je peux pas entendre que les ordonnances Macron soient un malentendu. Je vais vous donner un exemple. Nous avons tous subi l'état d'urgence en mars 2020. Certains l'ont subi plus que d'autres. Et nous, ici, certains d'entre vous l'ont subi également. Ces intérimaires à qui on a coupé le contrat du jour au lendemain. Le 17 mars, on a annoncé un confinement. Le 18 mars, le 19 mars, le 20 mars, les contrats se sont arrêtés subitement, sans aucune explication, sans aucune indemnité. Des intérimaires qui ont été virés, des CDD dont les contrats ont été arrêtés, des licenciements privés de motif, peu importe. Allons-y, licencions, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Tous les salariés qui ont essayé de refuser de travailler sans protection ont dû être licenciés. Et tout cela a été possible grâce aux ordonnances Macron. Ben oui, parce que les patrons, ils savaient exactement combien ça leur coûterait de se débarrasser de ces salariés. Et le calcul est vite fait. Avec le barème des ordonnances Macron, on sait exactement combien peut obtenir un salarié licencié abusivement devant le Conseil des prud'hommes en fonction de son ancienneté. Donc le calcul des patrons, il a été très simple pendant l'état d'urgence. Si je maintiens le salaire pendant quelques mois, ça me coûtera tant. Si je licencie, peu importe le motif, je sais aussi combien ça va me coûter. Mais j'ai peut-être plus de chances d'y arriver et de faire des économies parce que ce n'est pas sûr que les salariés saisissent le Conseil des prud'hommes et fassent valoir leurs droits. C'est ça les ordonnances Macron. J'ai été particulièrement frappée parce qu'on a été beaucoup sollicité pendant les états d'urgence. J'ai entendu un camarade expliquer que mon secrétaire du D, Fabrice Le Restif, n'avait pas grand-chose à faire d'activité syndicale. Alors je ne vais pas juger la sienne, notre camarade Keller, mais au moins celle de Fabrice, je l'ai vue au quotidien, notamment pendant ces périodes d'état d'urgence. Et on a fait, évidemment, comme plein d'entre vous ici, des permanences téléphoniques, des permanences physiques pour être à l'écoute des salariés. Et notamment, on a un salarié qui est venu nous voir
et qui nous a expliqué qu'il a été licencié abusivement dans le cadre de l'état d'urgence. Donc juste quelques mots, je prends quelques minutes, oh là là, il faut que je me dépêche, pour vous expliquer ce qui est arrivé à ce salarié. Donc il travaille dans une entreprise, une usine agroalimentaire, la crêpe de Brocéliande. La loi de l'état d'urgence, Macron, toujours dans le cadre de la destruction des droits au-delà des ordonnances, quand il a promu la loi d'état d'urgence, le 25 mars 2020, il en a profité pour réaliser un rêve patronal, c'est-à-dire passer la semaine de travail à 60 heures et le travail journalier 12 heures par jour, le jour ou la nuit. Alors moi, je suis défenseur syndical dans mon idée, donc j'ai fait partie effectivement des permanences pendant l'état d'urgence. Et ce monsieur est arrivé m'expliquer qu'en fait, voilà, avec la loi d'état d'urgence, on l'obligeait à faire beaucoup plus que ce qu'il faisait avant. Alors juste pour vous donner une idée, c'est un gars, il bosse pour la crêpe de Brocéliande. Donc son boulot, toute la journée, c'est je prends le paquet, je pose le paquet, les crêpes tombent dans le carton, je ferme le paquet, je referme le deuxième volet, je pousse le paquet. C'est ça le travail à la chaîne. Je prends le paquet, je mets les crêpes, je ferme le volet et je pousse le paquet. Il fait ça 6 heures par jour. Au bout de 6 heures, 20 minutes de pause. Il va manger. Et enfin, il refait ça que 2 heures. C'est la fin de sa journée. Sauf qu'avec la loi d'état d'urgence, on lui a dit, eh ben mon gars, tu vas faire 6 heures, prendre ton paquet, enfiler tes crêpes, fermer ton paquet, pousser ton paquet pendant 6 heures. Ensuite, tu vas aller manger 20 minutes. Et quand tu vas revenir, ce n'est pas 2 heures de travail, c'est 6 heures de travail que tu vas nous faire. C'est-à-dire exactement la même journée. Pour un salarié qui a 54 ans, avec les problèmes d'épaule et les problématiques que je vous laisse imaginer, il a refusé. Il a refusé, il n'était pas tout seul, ils étaient 25 sur sa chaîne, les 25 ont témoigné pour lui. Il a refusé, il a été licencié. Première sanction. La deuxième sanction, c'est le motif de licenciement, ce qui a été écrit dans la lettre de licenciement. Alors que l'entreprise doit redoubler d'efforts pour la continuité économique de la France, répondre aux besoins alimentaires de la population. On parle de crêpes de Brocéliande, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les crêpes en sachet, quoi. Vous avez préféré votre confort personnel et vous avez adapté vos horaires à vos envies. Les valeurs de respect et d'entraide, en ces temps de crise sanitaire exceptionnelle, ne semblent pas être au cœur de vos préoccupations. Vous n'avez pas fait le choix de la solidarité et du civisme. Voilà ce qui a été écrit dans la lettre de licenciement de M. Mohamed Silahi, 54 ans. Alors évidemment, il a saisi le Conseil des prud'hommes. Pas de difficulté, le jugement, on l'a obtenu. On a gagné. Vous savez ce qu'il a gagné? 6 000 €. Vous savez pourquoi? Barème Macron. Ordonnance Macron. 3 ans d'ancienneté, 4 mois de salaire. 6 000 €. Le gars, il est à 1 500 balles par mois. Il a gagné 6 000 €. Alors oui, évidemment, on m'a expliqué, il y a des techniques de contournement du barème. Tu peux faire appel aux conventions de l'OIT pour contester le barème. On l'a tous fait. Le service juridique de la Confédération est bien placé pour savoir qu'on l'a fait. Oui, sauf que, je crois que c'est Jocelyne Beauchamp tout à l'heure qui disait, la Cour de cassation, elle a rendu son arrêt le 11 mai dernier. Et c'est mort, mes camarades. On nous explique que c'est mort, que le barème est applicable et il va même plus loin, cette Cour de cassation, puisque dans les argumentaires, il est dit, vous savez, le droit français, il est suffisamment dissuasif pour empêcher les patrons de licencier. Camarades, je suis désolé, il va falloir conclure. Évidemment, il va falloir que je conclue, donc je vais aller un peu vite, mais il est nécessaire que j'aille jusqu'au bout. Donc, cette attitude-là, ces ordonnances Macron ne sont pas acceptables. Est-ce qu'il ne l'est pas? C'est ce que je retrouve encore aujourd'hui dans la presse et l'attitude de notre Confédération à cette époque-là. Je vous laisse regarder la confession en ligne de Jean-Claude Mailly, qui est toujours en ligne sur le site de Marianne, 14 décembre 2017. Jean-Claude Mailly a estimé que le plafond des indemnités prud'homales pourrait effectivement permettre de débloquer des embauches, car recruter coûte cher. C'est encore en ligne. Donc cette attitude de Jean-Claude, et évidemment, comme vous le savez, je vous rappelle pas les faits, mais le fait qu'on doive se taire, on est comme la CFDT, il ne faut pas qu'on défile avec la CGT, il ne faut pas se battre. Moi, je suis contente, je suis très fière. Je fais partie de ces UD qui se sont battus et qui étaient aux côtés de la CGT, de FSU Solidaire, pour aller combattre ces ordonnances Macron, et j'en suis très fière, quand bien même je sois minoritaire. Yves, tu nous as dit, vous savez, pour faire venir des salariés, parler des conquêtes et des conquis sociaux. Alors je dis quoi, moi, par rapport aux ordonnances? C'est quoi la conquête? Dernière chose, Yves, tu disais aussi, le rapport de force se fonde sur le crédit de notre organisation. Le crédit de notre organisation, c'est aussi nos orientations. Donc moi, on ne me demande pas mon avis, parce que je ne suis pas au CCN, mais évidemment, j'ai porté mandat pour mon secrétaire d'UD au CCN. Mais si on m'avait demandé mon avis au titre du Congrès, évidemment, je n'aurais pas voté pour Frédéric Souillot. Pourquoi? Ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème d'orientation. Je ne peux pas soutenir quelqu'un
qui, aujourd'hui encore, me soutient Jean-Claude Mailly, les orientations, la position qu'il avait prise à l'époque, notamment pour l'accompagnement de ces ordonnances Macron. Donc ce sera la conclusion. Ce sera la conclusion. Tu as raison, mon camarade président, et c'est normal que tu fasses le mandat pour lequel tu as été désigné. Il n'y a pas de difficulté, donc je conclus. Pour autant, sommes-nous divisés? Y a-t-il une fracture entre nous? Moi, je ne crois pas. Comme disait Pouget, la Confédération, c'est plutôt l'ampli de la base. Alors Pouget, il ne disait pas l'ampli, évidemment, il disait organe d'amplification des revendications de la base. Néanmoins, pour moi, si la Confédération est bien l'ampli des revendications, les revendications, j'en ai entendu plein ici. J'ai entendu 37.5, j'ai entendu la charte d'Amiens et sa double besogne, c'est-à-dire le travail du quotidien, défendre les intérêts matériels et moraux de tous les travailleurs. En vue de quoi? Deuxième besogne, l'émancipation des travailleurs. Faisons ce boulot-là. Le monde change, mais le syndicalisme demeure. Il doit rester sur ses deux jambes, il doit rester dynamique. C'est ça qui fera venir des jeunes, et pas les orientations telles qu'on nous les propose aujourd'hui. C'est la résistance. Il faut rester unis, oui, mais sur la revendication, sur une orientation de combat. Vive la CGT Force ouvrière, vive la sociale.